Soyez les bienvenus, bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur El Marhalebiya, merci pour votre fidélité. Je vous rappelle, partagez, likez les réseaux sociaux, la page YouTube, vous allez pouvoir revivre toutes les émissions, tous vos programmes préférés d'El Marhalebiya. Mes invités dans quelques instants, que j'aurai le plaisir de vous inviter. On va parler ce soir de production, de diffusion, de télé, mais pas n'importe quelle production. C'était le numéro 2 de ce documentaire, mini-documentaire. On va essayer de le définir aussi ce soir, qui a été produit donc par la Direction Générale de la Sûreté Nationale. Un documentaire qui fait polémique, puisque à l'intérieur de ça, on retrouve notamment toujours les mêmes discours. Voilà ce que certains analystes déjà évoquent, des polémiques aussi sur les réseaux sociaux, des mêmes méthodes de production sur la forme, mais surtout sur, d'abord c'est diffusé sur le NTV, qui est donc les chaînes d'État publiques en Algérie, et puis ces personnes qui sont accusées, condamnées sans avoir été jugées, qui sont comme ça projetées devant les écrans de télévision. Donc une question qui se pose, ou de quelle justice parle-t-on en Algérie? Où est la présomption d'innocence? Des méthodes donc récurrentes, point d'interrogation. Y a-t-il encore une fois ici une intention aussi de vouloir condamner, peut-être intimider, susciter, créer des peurs, des obstacles, des freins quant aux militants, quant aux journalistes, quant aux internautes, aux Algériens tout simplement, qui souhaitent évoquer, revendiquer via de l'humour, via des vidéos, notamment sur les réseaux sociaux, ou tout simplement, notamment dans le cadre de cette révolution qui est le Hira, qui continue autrement, mais on en parlera certainement ce soir. Un pouvoir algérien aussi qui se dit adhérer aux résolutions de l'ONU en termes de justice, de droits des libertés. On a encore vu dernièrement à Genève, en Suisse, donc le ministre de la Justice, qui lui avait dit clairement qu'il n'y avait pas de détenus, qu'il avait évoqué notamment un pays où cette liberté est importante, qu'il n'y avait pas de détenus d'opinion et politique. On va donc y revenir avec nos invités. Puis une question qui se pose, on vient de parler notamment, le pouvoir a annoncé que 20 milliards avaient été récupérés, mais les Algériens se demandent aussi pourquoi, peut-être des méthodes malheureuses, vous me direz, mais pourquoi ces personnes qui ont été accusées d'avoir dilapidé, accusées de corruption, n'ont pas été projetées comme ça dans un documentaire, ou pourquoi les Algériens ne les ont pas vus, ne les ont pas entendus, notamment avant ou pendant leur procès. Certains parlent même d'une nouvelle série de cette Dahtohiyet, comme on peut donc les évoquer. Puis on parlera du Brinks, puisque vous savez que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, donc a évoqué, très ambitieux, le président algérien, qui dit donc l'Algérie vouloir intégrer le Brinks, mais comment peut-on susciter, donner intérêt à des entreprises notamment d'intervenir, de venir s'installer, de développer de l'économie et d'investir en Algérie, lorsqu'on voit maintenant depuis quelque temps toutes ces images, notamment concernant parfois le terrorisme, des jeunes qu'on récupère et qu'on met comme ça devant les écrans de télévision. Est-ce que l'image de l'Algérie, belle comme elle est d'ailleurs, n'est-elle pas bafouée, notamment décrédibilisée par le pouvoir algérien? Donc, est-ce que cette image-là permet justement de pouvoir développer une économie et permettre aux entreprises de s'installer en Algérie et peut-être avoir une économie forte, peut-être pour dans un jour voir l'Algérie intégrer le BRICS? On en parle. Algérie, 2 points. Les médias du régime, les médias donc du pouvoir, les médias publics, pour faire justice. C'est le point d'exclamation sur ce titre ce soir. Avec nous sur le plateau, Hassan Hiresh. Bonsoir, cher Hassan. Merci. Vous êtes docteur en économie, analyste politique. Et je rappelle, on le dit à chaque fois parce que c'est très important, la transmission Slimane Azem, voilà, aux éditions L'Harmattan, Blessures et Résilience. Slimane Azem qui a longtemps chanté, fait de la poésie, la révolution, l'exil, et qui a aussi vu des choses pour ce pays. Bonsoir Hassan Hiresh. Bonsoir, merci pour l'invitation, merci à votre équipe, aux téléspectateurs, merci à notre ami que je vous laisse présenter. Ça sera une bonne surprise. Je suis très content d'être sur le plateau avec lui. Et à propos de Slimane Azem, je rappelle aux téléspectateurs, notamment de l'Est de la France, qu'il y a un grand hommage qui sera rendu à Metz par Ali Amran, à Clidé, l'association Azar de Ars-sur-Moselle. Donc, le samedi 28 janvier à 19h,
au 20 boulevard d'Alsace, à Metz, pour Yenayer et pour Slimane Azem. J'appelle tous les Algériens de l'Est de la France à aller participer à ce grand rassemblement. Merci Hassan Helash, on essaiera d'y être aussi. Il est avec nous, vous l'avez présenté en tout cas dans ses qualités humaines. Merci pour lui. Ilyes Djebaili, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Je salue l'équipe d'El Maralibia, notre ami Hassan Helash. Merci Ilyes. Et tous les téléspectateurs, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Merci encore pour l'invitation. Alors ce soir au programme, on va bien sûr revenir sur ces personnalités. Alors le but, c'est pas d'évoquer ces personnalités dans leur contenu, bien évidemment. On y adhère pas. On peut les critiquer de plusieurs manières, mais c'est surtout dans la méthode. On va revenir notamment sur notamment le directeur, rédacteur, journaliste d'Algérie Part, Abdou Samar, où on l'entend. Sa femme aussi est mise dans cette production, entre autres. Mais on évoquera surtout un peu, je vous le disais, la méthode et la forme et pourquoi ces personnalités, avant d'être jugées, se sont retrouvées ici. Mais évidemment, on va commencer pour rendre hommage et revenir sur l'affaire de Hassan El Qadi. Comment parler d'Hassan El Qadi sans inviter nos confrères et amis journalistes, et entre autres avec nous Karim Kebir. Bonsoir cher Karim. Bonsoir à vos téléspectateurs et à vos invités. Merci, cher confrère Karim Kebir, journaliste en Algérie. Je vous propose donc de rendre hommage à Hassan El Qadi ce soir. Vous allez voir donc sur cette affiche, il y a déjà 3000, donc une pétition avec plus de 3000 signatures. Voilà, vous avez la possibilité dès maintenant donc de scanner le QR code. Sinon, vous allez sur les réseaux sociaux. Voilà, Hassan El Qadi qui entame, j'en perds mes mots, sa 20e nuit en prison. Il a été donc incarcéré le 29 décembre dernier. Et on rappelle que ces médias ont été pillés et ont été mis sous scellé. Deuxième affiche à l'écran, donc rassemblement. Voilà, ça va venir un rassemblement. Donc mairie de Paris, place de l'Hôtel de Ville, le samedi 21 janvier 2023, c'est-à-dire maintenant d'ici la fin de semaine ici à Paris, de 14h30 à 18h. Voilà ce que nous dit donc le collectif, des photos de détenus. Et puis depuis le début du Hirak, février 2019, il y a plus de 11 000 arrestations, poursuites judiciaires, incarcérations. Il y a de façon cyclique, malheureusement, plus de 300 détenus. Karim Kebir, je vais commencer par vous, honneur à nos invités en Algérie. Peut-être un mot, Hassan El Qadi, un journaliste, d'abord 4 décennies de carrière, il a ses 2 médias, on le rappelle aussi, parce qu'il y a lui, malheureusement en prison, il n'y a pas de mots pour exprimer ce qu'il vit actuellement, même si il tient, d'après ses avocats, il est clair, il est bien sur ses 2 jambes en disant je ne lâcherai pas. Mais il y a aussi ces médias, 2 médias qui ont été scellés, pillés, fermés par le pouvoir. Donc c'est un peu la même question que je pose à mes invités. Il y a plus de limites en ce début 2023. Oui, bon, effectivement, Hassan est victime pas parce que c'était une voie libre. C'est quelqu'un qui a continué à faire son travail malgré les pressions, les intimidations, parce que c'était pas la première fois qu'il subissait des harcèlements et des intimidations, tout comme ces 2 médias. Ça remonte quand même à 2020. Il a été convoqué à plusieurs reprises par la gendarmerie. Il a été convoqué aussi par la DGIT. Donc je pense que ce qui a précipité un peu c'est-à-dire la décision de son emprisonnement, je présume qu'il est venu suite à ces dernières publications concernant le second mandat et les rapports entre l'armée et la présidence. J'imagine que ça a fait désordre dans la mesure où, pour le moment, en tout cas, quand on voit la stratégie adoptée depuis juin 2020, c'est qu'ils ne veulent pas, plutôt juin 2019, ils ne veulent pas absolument à ce que les Algériens se posent des questions ou s'intéressent à ce qui se passe dans les arcanes du pouvoir.
Voilà, donc Ihsan a été est resté quand même attaché à ses convictions, attaché à sa conception du métier, parce qu'il disait toujours que nous avons le droit de parler sur des choses qui concernent les Algériens. Et malheureusement pour lui, voilà, il a fini par être placé en détention. Karim Kebir, vous êtes journaliste. D'abord, on rappelle que Hassan El-Qadi a été arrêté manu militari dans la nuit du 24 au 25 décembre chez lui. Après 5 jours de garde à vue, il est placé en détention provisoire aujourd'hui. Sa fille a lancé un appel aux autorités algériennes pour demander la libération de son père. Voilà ce que dit Fininan El-Qadi. Elle dit: il n'y a absolument rien dans l'affaire qui puisse justifier une détention préventive, puisqu'elle dit clairement ce n'est pas un criminel dangereux, en parlant de son papa. Il ne peut pas fuir car on lui a confisqué, on lui a déjà confisqué son passeport. Peut-être un mot là-dessus, Karim Kebir, vous qui êtes journaliste. Il est accusé de certains chefs d'inculpation selon le parquet de Sidi Mohamed, implication dans la réception de fonds de l'intérieur du pays et de l'étranger, de collecte de dons sans autorisation pour faire propagande de services étrangers à travers l'exploitation du siège de la société Radio M, etc., etc. Quand on connaît Hassan El-Qadi, on peut croire à de tels chefs d'inculpation? Écoutez, d'abord, la manière dont il a été arrêté, c'était en violation de la loi. Parce que la loi stipule qu'en dehors des actes de flagrant délit relatifs à la grande criminalité ou le terrorisme, le trafic de drogue, les arrestations de nuit n'existent pas. D'ailleurs, lui-même, sa fille en tout cas l'avait révélé, c'est qu'il avait reçu un appel à 22h lui demandant de se présenter au siège de la DGSI, mais quand il leur a dit que je suis loin et que je passerai demain matin, donc il pensait que l'affaire était close. Et malheureusement, quelques heures plus tard, il y a 6 agents civils qui débarquent chez lui et l'emmènent au siège de la DGSI, et puis il a été retenu quand même pendant 5 jours en garde à vue. Il n'a pas été auditionné, il n'y avait aucun PV n'a été établi avant de le conduire au niveau de ses sièges où ils ont procédé à la mise sous scellé, et ils ont aussi pris du matériel et des documents. Tout ça, ça a été fait sans qu'il y ait une procédure de la justice, parce que la loi stipule clairement que tout devait se faire sur décision de justice, y compris la mise sous scellé des locaux qui devait se faire par un huissier de justice. Or, tout ça n'a pas été respecté. Jusqu'au jour où on apprend qu'il a été présenté au juge d'instruction qui décide son placement sous mandat de dépôt. Et le jour même, vu la campagne internationale et le tollé suscité par son arrestation, le parquet a produit un communiqué où il dit comme quoi il est poursuivi dans le cadre d'une enquête préliminaire relative, soi-disant, à des financements étrangers. Et il a reçu des financements, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, visant, soi-disant, à faire de la propagande politique, même de nature à attenter à la sécurité du pays et à l'intégrité territoriale. Mais ce sont mais on ignore exactement ce qui lui est reproché, parce que pour les avocats, en tout cas, il dit pendant la conférence de presse, son dossier est complètement vide, il n'y a rien à l'intérieur. C'est pour ça qu'on considère que son arrestation est plutôt d'ordre politique. C'est uniquement pour l'étouffer, pour l'empêcher de continuer à ouvrir ses médias voix de l'opposition et à évoquer les cas d'arrestation, bien les emprisonnements et toutes les questions qui fâchent en ce moment et que les autres médias évitent de traiter. Voilà.
Restez avec nous, je reviens à vous dans un instant, Karim Kebir. Hassan Hiresh, avec tous les éléments que je viens de donner, notamment de la manière où il a été arrêté, ces médias sont sous scellés. Karim Kebir qui réaffirme ici que d'abord le droit... Est-ce qu'il y a d'abord un droit en Algérie? Ça, c'est une question qui se pose, mais en tout cas, les procédures n'ont pas été respectées. Et puis, d'après les conclusions, on a quand même aujourd'hui, d'après les uns et les autres, des spécialistes, des avocats, un dossier vide. C'était une arrestation sous ordre politique. Oui, d'abord, merci à Karim Kebir qui a très bien résumé la situation. Il se trouve que ce genre de méthode, on les applique un peu partout dans tous les pays de dictature. Quand je suis l'actualité en Russie, en Chine, ou dans les pays du Golfe, ou en Iran, en Arabie Saoudite, etc., on aboutit malheureusement à observer exactement les mêmes méthodes, les mêmes résultats. Et c'est ce qui se passe. Alors l'arrestation de Hassan Al-Qadi, est-ce qu'elle peut intéresser, servir les intérêts de l'Algérie? Évidemment que non. Est-ce qu'elle peut servir les intérêts des partenaires de l'Algérie? Évidemment que non. Est-ce qu'elle peut servir l'image de l'Algérie qui veut s'ouvrir à la fois aux BRICS, à la fois au tourisme, à la fois... qu'est-ce qui se passe dans la tête du pouvoir? C'est qu'on a un président de la République qui vient de conclure une année prometteuse avec de belles décisions. On en a longuement parlé dans le cadre de cette première quinzaine de janvier 2023. Qui se dit ou s'ouvrir au Hira, qui parle d'une jeunesse prospère, qui aussi annonce adhérer à des résolutions. Et puis d'un côté, les Algériens malheureusement commencent 2023 avec de telles méthodes. Est-ce que le pouvoir il est à côté de la plaque? Non, parce qu'en fait, il y a une espèce de schizophrénie institutionnelle. C'est-à-dire il y a à la fois la communication, le verbe, il y a une tradition dans tous les pays de dictature où on annonce des choses, on a l'impression que tout va bien et on dit toujours que ce qui était passé n'était pas terrible, mais que à partir d'aujourd'hui, ce serait absolument merveilleux, ce serait l'avenir radieux, etc. Donc il y a ce verbatim et en même temps les faits, la réalité qui contredit tout ce qui est dit officiellement dans la bouche des responsables, que ce soit le président de la République ou les autres hommes de l'État, civils ou militaires. Donc il y a cette espèce de contradiction schizophrénique où on annonce des choses, on donne une image verbale, etc. Mais les faits sont têtus. Les faits, malheureusement, c'est quoi? C'est l'arrestation de journalistes, l'arrestation d'universitaires, l'arrestation d'artistes, l'arrestation de militants, l'arrestation de tous ceux qui pensent, chantent, créent, veulent que l'Algérie soit un pays prospère, un pays dynamique, un pays attractif, un pays qui puisse rivaliser, parce qu'aujourd'hui, le 21e siècle, aujourd'hui, c'est la concurrence. C'est la concurrence économique, militaire, culturelle, linguistique. Alors, transition toute faite. Même question après pour Lias Djebali aussi, et vous pourrez réagir bien sûr sur ce qu'on a évoqué. Mais c'est fait au 21e siècle. En quoi et pourquoi le pouvoir algérien s'en préoccupe? Est-ce qu'il est arrivé à un point de déstabilisation et de fragilité pour se préoccuper à deux médias qui ont leur importance, qui ont aussi leur audimat, qui sont là, mais est-ce que vraiment le pouvoir algérien aujourd'hui est dans un tel état de santé pitoyable, dans un état très critique, qu'il en a, encore une fois, en 2023, peur des internautes, peur d'un journaliste? Est-ce qu'il ne peut pas, à un moment donné, se dire, on est en 2023, ça critique, et on avance? Parfois, je me dis, j'émets une hypothèse peut-être tirée par les cheveux, je me dis, peut-être qu'il y a une frange au sein du pouvoir qui veut vraiment faire quelque chose et qu'on procède justement à ce genre d'arrestation pour empêcher que ces choses soient faites, pour empêcher ceux qui ont envie que ça change au sein du pouvoir, pour les empêcher justement de passer à l'action. C'est une hypothèse qui n'est pas à exclure. Bon, c'est tiré par les cheveux,
mais on peut... Alors Lies Jebali, d'abord une réaction un peu sur ces méthodes, et puis ces deux médias qui sont fermés, et puis aujourd'hui vraiment on a l'impression que le pouvoir il est perdu, il a plus de clés, plus d'autres solutions que de réprimer et de faire appel à la force. Tout à fait. En fait, c'est inédit ce qui arrive en Algérie. Non seulement c'est un sale temps pour la presse, et sale temps pour toutes les libertés démocratiques en Algérie. La liberté de presse en Algérie, elle est confrontée à de nombreuses lignes rouges. Quand elles sont exercées par la présidence de la République et les sécurités militaires, elle est aussi sous le prisme de la pression financière, c'est-à-dire sous le prisme de la publicité publique. C'est-à-dire qu'ajoute le régime pour faire plier les récalcitrants. Il s'avère que Radio M, dans le directeur Ihsan El-Qadi, on considère Radio M comme une anomalie dans le paysage médiatique algérien. Enfin, c'est le régime qui considère le média Radio M comme anomalie. Pour quelle raison? Parce que c'est le seul média autonome, indépendant, qui fait, qui, aux yeux du régime, c'est une anomalie. Mais ce régime, on le qualifie de comment aujourd'hui? C'est intéressant si on pouvait prendre cette image un peu peut-être de virus avec voilà, c'est une image, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si on qualifie un média aujourd'hui de virus, ça veut dire ce pouvoir n'a aucune immunité. Il est tellement bas qu'il doit faire fermer la bouche de tous les journalistes, les internautes. Il n'a plus aucune autre clé. Mais quasiment, en fait, on voit, nous constatons sur le terrain, nous constatons in situ ce qui se passe. La liberté de presse, elle est bâillonnée, les sites internet sont bloqués, les journalistes sont emprisonnés et poursuivis, on condamne à 20 ans par contumace, on condamne même à mort 3-4 jours après. On libère, et c'est une ligne. Est-ce que le régime, est-ce qu'il est schizophrénique? Est-ce qu'il y a un clan qui exerce une autre pression sur un autre clan? Apparemment, Tebboune nous dit que l'année 2023 va s'ouvrir. Il y aura de bonnes choses pour le peuple algérien. On voit rien. Au contraire, on ne peut pas vendre la belle vitrine de l'Algérie en emprisonnant des gens, en emprisonnant des journalistes, en réprimant. C'est la répression. Et encore moins pour entrer au BRICS, vous allez en dire deux mots. Vous êtes aussi économistes tous les deux. Le président de la République, le président algérien, fait aussi de belles sorties. Khaled Drarni, qui est un confrère qu'on salue, un journaliste qui est chez RSF aujourd'hui. Avant d'être jugé, le président algérien avait fait une sacrée sortie en qualifiant de Khaled Drarni de Khabarji, de rapporteur d'un endroit à un autre, notamment peut-être pour porter préjudice à l'Algérie. On écoute le président algérien. تقليص حرية التعبير الصحفي يخرج يستنطق لأن قال كلام قوي على الدولة الجزائرية مش على الرئيس ولا يستنطق يخرج يمشي للسفارة يعطيه عرض حال استنطقني فلان واستنطقني فلان ايش راك ماكش بعيد على الخبرجي شاهد صحفي من حقنا احنا ندافع على السياده نتاعنا هذه مهمتي وسندوها للجزائريين ومقتنع بها وقلتها ما نتخلاش بالشبر على اعلان نوفمبر وعلى رساله الشهداء. Voilà, on a écouté ici le président. Nos invités peuvent réagir. Karim Kébir, je reviens à vous. Ce documentaire qui a été donc préparé par la DGSN, qui a été diffusé hier à l'ENTV, où on retrouve comme ça des personnalités. Encore une fois, on adhère pas, on les aime pas. C'est pas la question. Mais encore une fois. Point d'interrogation sur la méthode de cette presse, de cette production, et puis aussi la présomption d'innocence. Pourquoi aujourd'hui encore, en 2023, le régime fait appel aussi à de telles méthodes, des méthodes récurrentes. Alors est-ce que c'est pour
intimider, peut-être créer des freins et des obstacles aux autres personnes, journalistes, parce qu'il y a aussi des militants, des journalistes qui sont à l'intérieur de ce documentaire, peut-être de les persuader, attention, à ne pas prendre le chemin de la liberté de la presse? Écoutez, d'abord sur le plan de la forme, je crois que c'est une énormité. On peut pas parler d'une investigation. D'abord, la police n'a pas vocation à faire le journalisme. À la limite, ils peuvent disposer d'une cellule de communication qui communique. C'est-à-dire, elle est dans la communication, mais elle n'a pas vocation à faire le métier de journalisme, d'investigation. Et le peu de choses, en tout cas, j'ai fait des stages sur le journalisme d'investigation. Ça demande énormément de temps, d'argent et beaucoup d'efforts. Et parfois, ça prend beaucoup de temps pour réaliser une véritable enquête journalistique ou une enquête d'investigation. Parfois, ça dure des mois. Juste à titre d'exemple, le sujet qui a été traité par Mediapart concernant Sarkozy a pris 9 mois. Donc ce n'est pas en une journée, en quelques semaines, ou comme ça qu'on va réaliser un document qui ne répond même pas aux règles journalistiques. De mon point de vue, ça s'inscrit dans cette stratégie, je vous l'ai dit, dans cette stratégie de propagande pour démontrer, parce que je pense que c'est l'option la plus lourde, en tout cas prise par les dirigeants, de démontrer que en fait le Hirak est manipulé par l'étranger. Donc il y a des mains étrangères, il y a un complot contre l'Algérie, et on essaie par tous les moyens d'accréditer cette thèse auprès de l'opinion, parce que le documentaire en question, il s'adresse essentiellement à l'opinion nationale. Donc c'est un peu pour démontrer qu'il y a un véritable complot contre l'Algérie, et les journalistes qui sont incriminés sont considérés comme étant donc les bras ou les agents qui font partie de ce complot. Sur un autre plan, je crois de mon point de vue que ça s'inscrit aussi dans un cadre d'une lutte clanique, dans la mesure où depuis quand même un certain nombre, depuis quelque temps en tout cas, les journalistes en tout cas ou les activistes qui détiennent, qui alimentent en tout cas, qui font en tout cas ils sont très suivis, que ce soit Abdesmar ou indépendamment, je le précise, indépendamment de la qualité de ce qu'ils font, parce que j'ai mon point de vue personnel sur le travail qu'ils font journalier. Je ne sais pas si on peut appeler ça du journalisme, mais en tout cas, je sais qu'ils sont très suivis. Donc, pour un peu les étouffer, ils considèrent qu'ils sont alimentés par des gens ici, et dont ils n'arrivent pas à neutraliser. Donc ça rentre dans cette guerre de clans pour essayer de les neutraliser. Donc il n'y a pas meilleur moyen que de démontrer qu'ils font partie d'un complot, même si par ailleurs, en tout cas, moi en tant que journaliste, je suis incapable d'accuser quelqu'un de faire dans le complot si je n'ai pas des preuves ou je n'ai pas les moyens concret pour démontrer que réellement qu'il s'agit d'un complot. Donc je pense que ça rentre dans cette perspective. D'abord de démontrer que donc il y a un complot, qui est bien concocté, ficelé, donc il a des prolongements à l'étranger un peu partout. Et la deuxième des choses, c'est pour un peu diaboliser ces gens-là parce qu'ils sont très suivis ici en Algérie. Alors que la solution en vérité, s'ils avaient ouvert ici, s'ils avaient laissé les gens s'exprimer librement ici, s'il y avait des débats contradictoires, je ne pense pas que les Algériens vont suivre les Abdesmar et les autres qui font chaque jour des vidéos en racontant des histoires, soi-disant, dans les arcanes du pouvoir, sans que cela soit, c'est-à-dire, respecte dans une certaine mesure les règles journalistiques. Ce
ce ne sont que des histoires qu'il raconte comme ça, mais quand même qui suscitent l'intérêt des Algériens, parce que ici, justement, il y a une grande fermeture. On ne permet pas aux gens de débattre, on ne permet pas aux gens de parler, on ne permet pas aux gens d'exprimer librement l'opinion, on ne permet pas aux gens d'apporter la contradiction. Et c'est ce qui fait, d'ailleurs, de mon point de vue, le succès de ces blogueurs à l'étranger, de ces gens, parce qu'il n'y a pas qu'Abdessouma, il y a beaucoup qui font du succès, tout simplement parce qu'ici, il y a une grande fermeture. Il y a uniquement, la majorité, en tout cas des médias, se sont transformés en porte-parole officielle du discours des dirigeants. Et donc forcément, les gens se tournent ailleurs pour essayer de comprendre, pour essayer d'avoir un autre son de cloche, et c'est ce qui a fait leur succès. Un dernier mot, Karim Kébir, avant de vous libérer. Le président algérien et puis ses ministres, notamment de l'économie, ont évoqué ces derniers temps à différentes reprises cette volonté, cette perception, prétention peut-être aussi d'intégrer le BRICS, dont c'est ce globe, le Brésil, c'est l'Inde, c'est la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, où on a des économies quand même importantes. C'est un groupe assez conséquent. Quand on voit ces images en 2023, avec des images qui suscitent de l'insécurité, des interrogations, si on imagine des gros investisseurs européens ou américains, on se pose la question, est-ce que demain on peut vraiment aller investir dans le pays des barrages, où on a des images comme celle-ci, etc. Est-ce qu'on peut croire aujourd'hui à une intégration de l'Algérie au BRICS avec peut-être cette image qui est totalement bafouée et décrédibilisée par, en l'occurrence là, par le pouvoir? Mais bien sûr, c'est très difficile. De toutes les façons, c'est les pays qui en font partie qui vont décider ou non de l'adhésion de l'Algérie. Bon, elle postule parce que, encore une fois, ils veulent un peu montrer que le pays est dans une situation normale, que ça fonctionne. Donc il y a un essor économique et tout ça, mais il sera très vite rattrapé par la réalité, parce que, quoi qu'on en dise, on ne peut pas duper les étrangers. Comme vous l'avez si bien dit, on ne peut pas aspirer à attirer des investisseurs quand chaque jour on dit qu'il y a il y a une forme c'est-à-dire il y a des organisations qu'ils classent de terroristes en Algérie, et il y a des images qu'on donne d'un pays fermé, d'un pays bureaucratisé. Et donc c'est pas évident tout de même que tout ça sera vendable aux autres. Mais bon, pour les dirigeants, encore une fois, on connaît quand même, il y a une forme d'autisme, de fuite en avant dont ils ne s'en combattent pas, en tout cas. Merci, cher Karim Kébir, d'avoir été avec nous, un journaliste confrère. Merci pour votre fidélité, votre présence. C'est pas facile, vraiment aussi d'être en Algérie, de s'exprimer et d'assumer toutes ces analyses. Nos invités sont sur le plateau. On va écouter ici le président algérien qui revenait sur la diaspora en disant voilà que la diaspora ouvrait notamment sa bouche, en tout cas avait des propos pour justement décrédibiliser, atteindre l'image de l'Algérie. وذاك عاش نلح على الوحدة الوطنية ثم الوحدة الوطنية ثم الوحدة الوطنية، واللي يمس الوحدة الوطنية نستعمل معاه كل وسائل يخلصها غالية، ولو راه يهدر من بعيد تشراك الفم من بعيد يجي الوقت وين يخلص. الوحدة الوطنية شيء مقدس، 1,500,000 شهيد استشهدوا على الوحدة الوطنية. Hassan Helech, je reviens avec Les Djebali sur le plateau. On va terminer l'émission ensemble. Il nous reste encore pas mal de minutes. Voilà, tous les deux, des différents points que je viens d'évoquer avec notre confrère ami Karim Kébir. D'abord, la forme de cette investigation. Hassan Helech, vous qui avez fait travailler beaucoup dans les médias, déjà dans la forme. Est-ce que la police doit faire ce travail? C'est diffusé à l'ENTV déjà dans un premier temps. Et puis après, quel message? C'est quoi? C'est de la propagande? C'est de dire aux Algériens, attention, il y a des complots à l'étranger? D'abord, ce que je viens d'entendre, l'Wahda al-Wataniya, elle se fait comment? Elle se fait en respectant le peuple algérien. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ce peuple est respecté? Non. Est-ce que ce peuple a ses droits? Non. Est-ce que ce peuple
a le droit d'aller et venir? Non. Est-ce qu'il a le droit d'entreprendre? Non. Est-ce qu'il a le droit de s'organiser en association, en syndicat, en parti politique ou en toute autre forme consacrée par la Constitution algérienne? Eh ben non. Aujourd'hui, la cohésion nationale, parce que c'est ça le Wahda al-Wataniya. L'Algérie n'est pas menacée dans ses frontières. On a une armée puissante. C'est pas ce qui se passe en Libye, au Mali ou à la frontière marocaine qui va provoquer une espèce de division algérienne ou quoi que ce soit. La main étrangère n'existe pas. Donc, le Wahda al-Wataniya, c'est la cohésion nationale, la cohésion sociale. Elle vient comment? Elle vient en respectant les cultures sur place, en respectant les droits des journalistes, des universitaires, des militants, des syndicats, des partis politiques, des femmes et des hommes de ce pays, dans leur activité, aussi bien professionnelle qu'autre chose. Donc, le Wahda al-Wataniya, si on est sérieux, c'est vraiment, on est crédible, c'est vraiment en respectant à la fois les journalistes, les universitaires, les femmes et les hommes politiques, etc., pour que, justement, ils puissent travailler dans ce pays-là. Qu'est-ce que j'observe aujourd'hui? Ce dont ne profite pas l'Algérie. Aujourd'hui, j'observe que l'Europe, les États-Unis, mais aussi l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, etc., sont en train de rapatrier ce qu'ils avaient investi en Chine. Ils sont en train de rapatrier leur argent, leur savoir-faire, leurs industries, etc., pour pouvoir produire chez eux. Et si l'Algérie était ouverte, si l'Algérie était un pays libre, s'il y avait un arbitrage possible avec une justice bien solide, etc., tous ces milliards de dollars investis en Chine pourraient être investis en Algérie, parce que, l'Algérie peut offrir une main-d'œuvre moins chère que la Chine. Elle peut offrir du gaz, de l'électricité, etc., moins cher que la Chine. Elle peut avoir... Alors, vous parlez d'économie, transition toute faite, et après on donne la parole à Ali Djebali. Le BRICS, vous savez ce que c'est, vous êtes économiste. Oui. Si on suit votre raisonnement, est-ce que c'est Est-ce que c'est un rêve, en tout cas une ambition réalisable aujourd'hui, de voir ces richesses revenir, cet investissement avec, en 2023, ces documentaires, enfin ces mini-documentaires, ces images qui font parfois un peu peur et qui créent quand même, enfin qui créent totalement une image déstabilisante et négative de l'Algérie? Mon opinion là-dessus est tellement simple. En fait, l'Algérie subit des pressions de la part de l'Europe et surtout des États-Unis pour justement se désengager de la relation Algérie-Russie, avec ce qui se passe en Ukraine. Donc, comme l'Algérie a ce partenariat privilégié avec ce pays-là, eh bien, pour détourner, pour à la fois répondre aux injonctions des Américains, en même temps rester loyal à la Russie, eh bien, ils rentrent dans les BRICS. Parce que dans les BRICS, il y a quand même la Chine et la Russie qui sont des partenaires privilégiés de l'Algérie. J'en rajoute, il n'y a pas que l'Algérie qui veut rentrer là-dedans. Comme par hasard, il y a d'autres partenaires de l'Algérie, il y a la Turquie et l'Arabie Saoudite. Donc, c'est possible, bien évidemment, que l'Algérie rentre, mais dans quels intérêts, on ne sait pas. Pour le moment, c'est beaucoup plus de la politique et de la géopolitique plutôt que sur des bases économiques. Les Djebali, vous pouvez réagir aussi sur ce que vous venez d'entendre, mais peut-être un mot aussi, j'interrogeais Karim Kébié sur ce documentaire, c'est le numéro 2, c'est la DGSN, on est en Algérie, encore une fois, on est en 2023. Quel est le message réellement du pouvoir? On parle de complot, de lutte clanique, diaboliser les gens qui sont très suivis à l'étranger, puisqu'il y a des gens aussi qui sont suivis. À vrai dire, en fait, le régime, maintenant, il cherche à mettre fin au hirak à l'étranger. C'est ça, en fait. Donc, il lui reste le hirak, il faut, parce que toute la presse, elle est bâillonnée, tout est fermé en Algérie, il reste une autre porte, une autre sortie, porte de sortie pour le hirak, c'est à l'étranger. Donc il essaye d'atteindre les activistes, les journalistes, ceux qui militent, ceux qui veulent dire au peuple algérien à l'intérieur du pays que le hirak n'est pas mort et que le hirak est une idée, il faut la perpétuer pour qu'on puisse arriver à notre but. C'est ça. Donc, c'est quoi le motif qu'il évoque à chaque fois? C'est atteinte à l'unité nationale.
atteinte à l'unité nationale, c'est-à-dire la Yadi al-Kharijiyya, la main étrangère, ça veut dire il y a un complot contre l'unité du pays, faites attention, tous ces hiérarchistes, soi-disant qui sont à l'étranger, ils sont manipulés, ils sont instrumentalisés par des mains étrangères, ils sont financés, donc le Hirak n'a plus lieu d'être. Je suis élu, maintenant le Hirak il est mort. Pour le régime, le Hirak n'a plus lieu d'être parce que c'est le moment pour réformer le pays. C'est ça, au fait, hein, c'est ça. C'est pour ça que... Donc, de fait, le Hirak reste tout de même, pour ceux qui s'interrogent, il reste une puissance, en fait, aujourd'hui. C'est ce qui suscite aussi une crainte. Absolument. Le Hirak, au fait, c'est pas le fait de mettre... Même s'ils sont capables de mettre 30, 40 millions de personnes en prison, mais le Hirak n'est pas mort parce que c'est quelque chose d'irréversible. D'irréversible. C'est une fonction exponentielle et qui a toujours tendance à accroître. Donc, le Hirak ne va pas s'arrêter. Pour eux, ça reste toujours une menace qu'elle soit latente, discrète, mais c'est une menace. Maintenant, est-ce qu'ils vont y arriver? Non. Pour eux, nous considérons que c'est cause perdue pour eux. Parce que le Hirak, la revendication politique, c'est pour changer le système, pour changer le régime de façon progressive, de façon pacifique, de façon graduelle. Mais nous restons, en tout cas ceux qui croient au changement du régime, il faut qu'ils aient cette idée, cette adhésion au Hirak. Maintenant, vous parlez tout à l'heure du BRICS. Qui va investir dans un pays où la répression fait rage? Qui va investir dans un pays qui est fermé? La Chine, c'est un allié stratégique et c'est un allié naturel aussi, de l'Algérie. Toutes les banques chinoises qui investissent à l'étranger en Afrique du Nord, leur siège est où? C'est pas à Alger, c'est à Rabat. Deux, je ne comprends pas la géopolitique, la géostratégie de ce régime qui a mis tous ses œufs dans le panier russe. C'est normal, il subit les pressions. On n'achète que des armes russes, c'est-à-dire nous dépendons de cette technologie russe. Si par malheur nous dépendons des pièces détachées d'armes russes, nous sommes bloqués. La France, elle manipule, elle instrumentalise parce qu'elle sait que ce régime, il n'a pas de légitimité à l'intérieur du pays. Les États-Unis font pression, mais soi-disant, ils sont du côté du régime parce qu'ils les considèrent comme une force politique. El-Quwat Dariba, certes, pour eux, c'est ni plus ni moins, l'Algérie pour les États-Unis, c'est un sous-traitant pour essayer de mettre fin au foyer terroriste. Le régime, il n'a pas une orientation, il n'a pas une orientation politique, il n'a pas une ligne de conduite. Là, il n'a pas d'autre solution, d'autre alternative à proposer au peuple algérien. La seule solution, c'est la répression. Il réprime à mort. On réprime, on réprime, on réprime. On ne peut pas investir. Tebboune nous disait que l'Algérie, elle est proche du BRICS, parce qu'il faut atteindre 200 millions US dollars pour que nous puissions dire nous sommes proches du BRICS. Mais il dit en même temps que les exportations hors hydrocarbures, ce n'est plus un slogan, c'est une réalité. Mais quelle réalité? Quelle réalité? Nous importons tout. Nous importons même les paquets d'allumettes du Pakistan. Nous importons la mayonnaise, tout. Même les factures de l'importation ont progressé, ont doublé, ont quadruplé. Donc, nous sommes un marché déversoir. Nous n'arrivons pas à produire. C'est que le régime, il n'arrive pas à comprendre. On ne peut pas avoir, tant qu'on est dans une instabilité politique, personne ne vient investir chez nous quand il y a une instabilité politique, parce que c'est un climat politique le plus tendu depuis la prise de pouvoir. Il nous reste quelques petites minutes. Bon, on pourrait revenir sur cette présomption d'innocence en voyant toutes ces personnes à l'écran, et puis cette injustice aussi, parce qu'il y a des personnalités politiques, alors encore une fois, elles font partie du régime, mais qui ont été condamnées, qui sont revenues aussi, qui ont été accueillies avec un tapis rouge, mais qu'on n'a jamais entendu. Les personnes, notamment les généraux Médienne et Nezal, qui sont revenus, les affaires où Yahya, Haddad, Sellal aussi, on les a jamais réalisées, les Algériens, on les a jamais entendus. C'est une forme aussi c'est une forme d'injustice, c'est aussi une forme peut-être de cette justice politique. Hassan Haraj, comment vous... Oui, tout à fait. Moi, ce qui m'inquiète, par exemple, c'est de voir
les projets de Haddad confiés à des entreprises turques. Et Anguille sous roche quand même. Ce que faisait Ali Haddad ne peut pas être fait par un autre Algérien. Ça suscite quoi pour vous? Ça veut dire quoi Je suis très inquiet parce qu'il y a des lobbies saoudiens, turcs, chinois, etc. au sein du gouvernement. Quand Yahya avoue qu'il a reçu 60 lingots d'or, qu'est-ce que les autres ont reçu? Les autres ministres, les autres oualis, les autres magistrats, les autres officiers, les autres hauts fonctionnaires, etc. Mais il y a un vrai problème. Moi, je pense qu'il n'y a pas de clan au sens traditionnel du terme. À l'époque, on parlait des clans régionalistes. Aujourd'hui, on parle des clans qui sont liés plutôt à des puissances étrangères. Quand on sait, par exemple, que des hommes du pouvoir sont invités de façon régulière par les Émirats, par les Saoudiens, par les Turcs, etc., à passer des vacances, à faire passer des vacances à leur famille, à payer des études à leurs enfants, etc., même des logements, etc., à l'étranger, à les soigner à l'étranger, etc., à leur offrir des cadeaux, etc. Tout ça m'inquiète, moi, pour l'Algérie. Quand je vois par exemple un haut fonctionnaire, qu'il soit civil ou militaire, s'offrir un téléphone dernier cri par un Saoudien, par un Turc, par un Émirati, ça m'inquiète. Parce qu'il est évident qu'il y a tout de suite une application dedans pour qu'on puisse l'écouter. Moi, je suis très inquiet pour l'Algérie dans ce sens-là. Donc, ce que j'observe, c'est que les pays beaucoup de pays en tout cas, qui étaient alliés de l'Algérie, comme les pays de l'ex-Yougoslavie, l'ex-Tchécoslovaquie, la RDA, la Roumanie, la Pologne, tout ça c'était des alliés de l'Algérie. Mais dès qu'ils ont pu intégrer l'Europe, ils l'ont fait. L'Algérie peut justement avoir un partenariat stratégique avec l'Europe. Elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas, pourquoi? Parce qu'il y a justement ces lobbies-là. Et on va voir, même par exemple avec la France, à chaque fois qu'on s'approche d'un accord stratégique avec la France, on va tout de suite, des lobbies aussi bien en France qu'en Algérie, vont immédiatement se mettre pour casser cet élan-là, parce qu'ils savent très bien qu'il y a une diaspora de 5 à 6 millions d'Algériens en France, et que s'il y a justement un partenariat stratégique avec ce pays, on peut exiger des transferts de technologie, on peut exiger de liberté d'aller et venir, de liberté d'expression, de travailler, d'étudier, etc. Donc moi je m'interroge, je suis très inquiet pour l'Algérie. En fait, regardez, si on essaie de voir un peu l'Algérie sur le plan international, est-ce que notre pays, l'Algérie, est-ce qu'il pèse sur le plan international? Vous vous rappelez, sous l'ère de Bouteflika, l'Algérie, elle a effacé une ardoise de 900 millions de dollars. La dette africaine, hein. Soi-disant, c'est-à-dire, c'est la politique du portefeuille, hein, du chéquier pour... Mais pour quel résultat? Oui, pour quel résultat? Le résultat, c'est zéro. Vous vous rappelez la jointure qui a été faite pour la construction comment on appelle ça, du matériel militaire de marque Mercedes, en fait. Au lieu qu'on passe directement avec le constructeur mère, c'est-à-dire Mercedes-Benz, on était obligé de faire une jointure par les Émirats. Ouais. Quand on réclame 50 000 milliards à la famille de Tarkout, moi ça me fait rire. En fait, je ne parle pas du personnage, c'est-à-dire 50 000 milliards, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est pas une somme farfelue un petit peu? C'est ça la question. C'est-à-dire, déjà, quand on condamne une personne, c'est pas... Pourquoi on ne montre pas celle-là? Pourquoi on ne montre pas les autres? Pourquoi on montre un simple citoyen toujours la même chose? Alors votre réponse, c'est quoi? Non, mais parce que la raison du plus fort est toujours les meilleurs. Au fait, pourquoi on ne montre pas Belkacem, l'ex-général, qui a fui l'Algérie, qui a acheté une nationalité d'un autre pays, le Vanuatu. Pourquoi? Parce qu'il en sait plus que les autres? Parce qu'ils sont détenteurs d'informations très importantes, parce qu'ils ont des informations. En fait, on s'attaque aux faibles. On s'attaque toujours aux faibles, et les barons et les plus puissants, on les laisse, c'est-à-dire ils ont une justice à part. Donc c'est ça le malheur dans notre pays. Il n'y a pas de justice sociale, il n'y a pas de justice du tout. Donc ce régime-là, je veux dire, il est sur une pente descendante. Moi, j'arrive pas. Pardon. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas au sein du pouvoir
qui déstabilise qui. Et comme il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de justice. Donc elle obéit au clan le plus fort du moment. Et quand je dis clan, encore une fois, ce n'est pas les clans des années 70, peut-être 80, qui sont liés plus à des régions à l'époque. Mais c'est des clans, encore une fois, liés à de l'affairisme, liés à des groupes d'influence des puissances étrangères. Et ça m'inquiète. Un pays où il n'y a pas d'arbitre, ce n'est plus un pays, comme disait Chaddi sur autre chose à l'époque. Donc moi, personnellement, en tant qu'Algérien, je suis inquiet. Je souhaite le meilleur pour mon pays. Et j'espère que 2023 va quand même entrouvrir autre chose que ce que nous voyons là, au début de cette année. Absolument, il faut que le régime s'ouvre. Il faut qu'il s'ouvre parce que il faut une alternative à cette forme de gouvernance. Voilà, l'alternative, c'est l'alternative démocratique. Il faut démocratiser le pays. Maintenant, je veux dire, après 60 ans, on est toujours faire du redondant. On parle de la liberté de presse, la liberté démocratique 60 ans après l'indépendance. J'attire votre attention, en 73, quasiment le Singapour, il était plus pauvre que nous, mais regardez, c'est un joyau. Le Rwanda qui est devenu l'une des économies les plus prospères, la Corée du Sud. Les médias du régime pour faire justice, voilà, on a parlé économie, perspective ce soir avec nos invités, et puis ces méthodes notamment de diffusion de ces personnalités qui sont projetées comme ça avant qu'elles soient condamnées. Et bien évidemment, une pensée, un hommage à Hassan El-Qadi et tous les détenus. Hassan Herash, merci d'avoir été avec nous. Semana Azem, blessure et résilience, c'est disponible aux éditions de L'Harmattan. Elias Djebali, merci d'avoir été avec nous. Au plaisir. Karim Kebir, confrère et journaliste, l'équipe en régie, merci de nous avoir m'accompagné techniquement. Le programme continue. J'espère vous retrouver demain. Bonne soirée.